Tout commence dans la ville de Séoul, au cœur d'une zone métropolitaine, dans l'une de ces chambres coréennes qui ressemble plus à une boîte à chaussures, mec. Ces cabines où vivent les gens de la famille Parasite. Sur l'ordinateur, il y a un FPS en cours. Très PUBG, non? Mortel. Et au milieu de la pièce est allongée la victime de la maladie mortelle appelée paresse. Mince, je retire ce que j'ai dit, mec. Il est 7h05 du matin et le réveil de malade se met à sonner. Celui-là est prêt pour affronter le grand monde. Ou en fait pas tant que ça, parce qu'il se réveille déjà en pensant à retourner jouer. Il se lève un peu fatigué en se disant que ce serait vraiment bien s'il pouvait juste arrêter d'aller à l'école. Il quitte la chambre en se grattant le ventre comme un petit gamin paresseux et dodu et aperçoit un message sur le mur. Sa mère était partie travailler, donc il était censé manger et aller à l'école. Celui-ci, c'est notre protagoniste. Et regardez un peu le style artistique, les amis. J'aime bien une histoire avec ce genre de graphisme. Un peu plus tard, après avoir mangé, le voilà qui quitte la maison. Juste en dessous de la boîte à chaussures où il vivait, il y avait un immense immeuble appelé Palace 104. Il est certain que ceux qui vivent dans un endroit pareil n'ont probablement aucune idée de la vie qu'ils mènent, mais ce n'est pas comme si ça allait changer quoi que ce soit. Oh, c'est cool. Dans cette histoire, les chapitres ont des titres et le premier s'appelle « Tu sens comme un SDF ». Déjà à l'école du garçon, vous savez ce qui lui arrive tous les jours, pas vrai? Il retombe d'abord au sol, tout le dos brisé, la nuque déboîtée. Son ami dit qu'apparemment, ils y vont en fait doucement avec lui, mais celui à côté de lui dit qu'il vaut mieux faire attention. S'il s'était cogné la tête au lieu du dos, le gamin aurait pu mourir. Mais celui avec la grande veste blanche s'accroupit et dit qu'il s'en fiche complètement. De toute façon, ce n'est pas comme si quelqu'un allait s'en soucier. Le gars regarde et demande si Minjun n'est pas d'accord. Celui-là, c'est Park Sang-bin, 18 ans, les amis. Il dit au garçon qu'il ne va pas le laisser s'en tirer aussi facilement cette fois. À ce moment-là, une voix fait remarquer que, comme toujours, ces couloirs sont bien trop bruyants. Ah les amis, voici notre waifu K-pop du moment, mes amis. La nouvelle reine en jupe noire dit à Sang-bin d'arrêter de se comporter comme un enfant et de frapper le loser. Elle s'appelle Han Ina et elle dit à ce fichu Sang-bin d'arrêter d'agir comme un loser dégoûtant. Le fait qu'il frappe les gamins comme ça dans le couloir gâchait complètement l'ambiance de l'école. Le gars tout cabossé relève le protagoniste et dit qu'il ne frapperait jamais Minjun, qu'ils sont de super amis et qu'il faisait juste semblant de jouer. Elle lui dit d'arrêter d'inventer des histoires, mais Sang-bin affirme que celui qui déteste vraiment Han Ina, c'est Minjun. Le pauvre gars est là, mec, tout de travers, en train de remettre ses lunettes, transpirant à froid en pensant que Sang-bin et Han Ina sont des personnes qu'il connaît depuis longtemps. Depuis l'école primaire, ils sont plus ou moins toujours restés avec lui. Han Ina dit que Sang-bin doit être fou et qu'elle ne fera plus jamais confiance à ce qu'il dit. La dernière fois qu'elle a écouté ce qu'il disait, elle s'est retrouvée dans ce sous-sol où vit Minjun, et c'était vraiment flippant. Apparemment, il y a une histoire derrière tout ça. Il s'est passé un genre de bazar. Et notre protagoniste dit qu'elle habite dans l'un de ces appartements de luxe qu'il peut voir de loin depuis chez lui. Sa famille possède un hôpital et est extrêmement riche. Évidemment, elle a toujours été gâtée, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. La fille a d'innombrables abonnés. Parmi les populaires, c'est elle la plus populaire. Quand elle étudie, l'artiste la dessine un peu plus ronde pour la faire paraître plus intelligente. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais dans la vie de tous les jours et sur les réseaux sociaux, c'est une vraie perle, mec. Notre gars sait déjà qu'elle se prépare à aller étudier aux États-Unis l'année prochaine. C'était le genre de personne considérée comme parfaite. Il ne lui trouvait aucun défaut. Ou en fait, il y en avait un. Elle humiliait les pauvres. Oh mon petit protagoniste, ton plus gros problème dans la vie, c'est exactement ce qu'elle déteste le plus. La vie est dure. Regarde ce regard de dégoût qu'elle lui lance quand il regarde la fille. On remonte loin, jusqu'en 4e, quand il a eu le courage de lui parler une seule fois, mec. Tout gêné, il s'est approché et a dit « Excuse-moi, tu vas dans la même direction que moi ?» Mais, mec, la fille s'est retournée et lui a demandé s'il ne s'était pas douché parce qu'il sentait un peu mauvais et que ce serait mieux qu'il prenne un autre chemin. Regarde les yeux exorbités du pauvre gars, mec. Dès leur toute première conversation et dès sa première phrase, il a déjà compris. La fille dont il était amoureux le méprisait. Il ne comprenait même pas ce que voulait dire cette histoire de sentir le pauvre. Mec, c'est quoi ce délire? Les Coréens poussent la compétition financière au niveau 10, mec. Et le pauvre gars accepte encore l'humiliation en pensant qu'elle sent toujours bon. Se pourrait-il que ce soit ça, l'odeur des riches? En fait, je pense que c'est normal, parce que c'est une fille canon et que ses phéromones font tourner la tête de son petit nez. En classe, ils devaient s'asseoir côte à côte. Et évidemment, il devait tout le temps l'entendre dire qu'il était un garçon parfumé, mais pas vraiment. Même après avoir étudié avec elle pendant très longtemps, elle l'a toujours humilié. Étrangement, à cause de ça, il ne savait même pas vraiment ce qu'il ressentait pour elle. Même maintenant, dans le présent, alors qu'elle est superbe, il se demande s'il l'aime vraiment, ou si c'est juste son syndrome de loser qui parle plus fort. Ce serait ironique de développer des sentiments pour la personne qui l'a humilié. Sérieusement, ce serait le pire. Depuis toujours, il a été détruit physiquement par Sang-bin et émotionnellement par Han Ina. C'est pour ça que chaque jour, il a cette expression sur le visage, vaincu, humilié, honteux de sa propre vie et de son propre visage. Un peu plus tard, dans la cour de l'école, les amis du protagoniste, on peut déjà deviner qu'ils ont bien investi dans les actions de McDonald's.
Malheureusement, les gars, c'était nous à l'époque du lycée, mec. Ils parlent d'anime, de manga et de jeux vidéo. Putain de malédiction. Je me vois là, regarde, assis. Je suis ce perdant-là, sur le banc. Mais même s'il parle de plein de trucs que notre protagoniste aime, le pauvre gars qui vient encore de se faire démolir est assis là, dévasté, sans dire un mot. À gauche, on a le gars qui sort avec le plus de filles de toute l'école avec ses lunettes de grand-mère. Le nom de la légende? Bah, Sunho. À droite, la tête de piste d'atterrissage qu'on appelle Oh Bong-joon. Ces deux-là sont amis avec notre gars, et évidemment, ils ne parlent vraiment qu'entre eux parce qu'ils ont à peu près les mêmes centres d'intérêt. Mais ces deux enfoirés ont eu de la chance. Ils se sont retrouvés dans une classe où personne ne les embête. D'une certaine façon, comparé à notre gars, ils étaient plutôt chanceux. Pour de vrai, c'était le seul à être maudit avec une vie misérable à tous les niveaux. Ses amis l'appelaient alors qu'il était là, à souffrir tout seul, quand soudain il sursaute alors qu'ils lui crient dessus. Ils lui montrent une photo d'une danseuse en pleine forme, voulant savoir s'il va aller au concert de Lumina. De près, ces fichus filles de la pop ressemblent à des poupées, et l'ami intello meurt d'envie d'aller à son concert, agitant les bras et criant son nom, disant que c'est une déesse. Mais notre cher Min-joon refuse simplement, disant qu'il apprécie l'invitation. À partir de ce jour-là, il ne s'intéresse plus à aucun idole. Oh Bong-joon par contre dit qu'il ne peut pas abandonner comme ça, mec. Il doit continuer à être fan d'au moins l'une des 5 plus grandes idoles. Mais notre gars dit juste qu'il s'en va. Les gars changent d'expression en disant « Quoi? Ce type agit bizarrement. » Il y a à peine quelques jours, il criait le nom de Lumina, tout heureux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Byung-joon se contente de dire « Qui sait, hein ?» Il a été plutôt solitaire ces derniers temps. Peut-être que c'est à cause de cette rumeur qui circulait il y a quelque temps. Sunho dit qu'un gars qui a l'air aussi paumé que lui être affecté par une rumeur, c'est ridicule. Mais le grand répond qu'il réagirait de la même façon si ça leur arrivait. De retour en classe 2-3, notre garçon s'assoit sur sa chaise, aussi seul que d'habitude. Dès la première seconde de cours, ce qu'il souhaite le plus, c'est que tout se termine là, tout de suite. Il entend Sangman et quelques gars parler en arrière-plan d'un type qui les a dévisagés dans le couloir, et il avait déjà envie de le tabasser. Apparemment, le gars qui l'a fixé a fui la Corée du Nord, et il veut savoir comment ce salaud peut bien se retrouver ici, en Corée du Sud. C'est à ce moment-là que l'un d'eux regarde sur le côté, mec. Apparemment, ce type, c'est du sérieux, et à en juger par sa tête, sa main dans la poche, moi, je prendrai la fuite. Tout de suite, il demande de qui il parle. Ça doit être le roi des bastons. Le nom du gars? Kang Ha-kyo. Le nom du gars, c'est littéralement un hack, comme un code de triche. Vaut mieux déguerpir d'ici. Mais Sangman dit tout de suite, ouais, il parle bien de ce loser et demande s'il a un problème avec ça. Il l'attrape déjà par le col, mais Ha-kyo lui dit de baisser d'un ton. Sangman dit que sa mère est une travailleuse honnête et essaie de soulever le gars par le col, mais franchement, Kang Ha-kyo reste juste là à le fixer et il ne se passe rien. Ses amis viennent parler à Sangman. Attends, abruti, tu vas te faire démonter. Ce gars a hack dans son nom et il vient de Corée du Nord. T'as perdu la tête. Mais Sangman meurt d'envie de se faire tabasser. Il se penche tout près et dit que ce salaud est venu du Nord juste pour mourir à Séoul, alors il ferait mieux de la fermer. Le gars s'en va, et celui qui a le plus transpiré dans toute cette histoire, c'était notre pote, assis tranquillement dans son coin. Comme toujours, la classe était nulle, l'école était nulle, la vie était nulle. Sur le chemin du retour, il se répète encore une fois que demain, il ne remettra pas les pieds dans cet endroit, hors de question. Ne plus aller dans cet endroit, c'était le raccourci le plus rapide vers le bonheur. Soudain, quelqu'un à côté de lui l'interpelle. « Ah mec, encore Sangman. Sérieusement, c'est un clone ce salaud. Il est partout. » Ce crétin dit même que le gamin est tombé à pic, juste au moment où il allait s'acheter des clopes. Il dit à notre protagoniste de demander à la vieille dame un peu plus loin de les acheter pour lui. Mais là, Min-jin, mes amis, commence à perdre patience, et dans sa tête, de toute façon, il n'a pas l'intention de retourner à l'école. Dans ce cas, il devrait au moins insulter ce salaud une bonne fois. Mais non, ce n'est pas encore le moment où notre garçon commence à évoluer. Il a seulement imaginé lui crier dessus et s'est contenté de s'éloigner. Malgré tout, Sangman a demandé pourquoi il l'ignorait. Les gars derrière se sont mis à rire de l'idiot, disant que même le loser l'ignorait maintenant. Un peu plus tard, dans une usine abandonnée, notre garçon testait la température du sol pendant que les autres se demandaient pourquoi il était si courageux aujourd'hui. Mec, Sangman tient une brique, sérieux. Est-ce qu'il essaye de tuer le gamin? Je vous rappelle, c'est le protagoniste. Si tu le tues, l'histoire s'arrête. Laissez-le en vie, s'il vous plaît. Et le gars dit encore que depuis l'école primaire, il lui a laissé une vie trop facile. Apparemment, même les amis de Sangman s'en fichent si notre garçon meurt. Sérieusement, vous allez tous finir en prison. Et Min-jin est là, par terre, disant qu'ils peuvent le tuer, ça lui est égal puisqu'il n'a même plus envie de vivre, mais il se sentait mal pour Sangmin. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi il a dit ça, mais le gars lui a donné un sacré coup de pied dans le ventre. Ce garde-là dit même qu'il a intérêt à ne même pas penser à écrire son nom dans une lettre s'il essaie de faire Alt plus F4. Ouais. Il dit que si Min-gyeon fait ça, il devra s'occuper de sa mère à la place. Homme. Un peu plus tard, notre pauvre gars est toujours allongé là, complètement détruit. De retour dans les ruelles de la favela, il monte les mêmes escaliers que d'habitude en se disant que si le monde s'arrêtait demain, ce serait merveilleux. Il se retourne et en voyant ces immeubles de riches, il se dit que vivre n'a pas vraiment de sens.
S'il essayait de voler sans parachute, peut-être que tout s'arrêterait. Mec, il arrive vraiment devant l'immeuble des riches, pour de vrai. Mais quelqu'un interpelle le garçon. Et rien qu'à la façon dont il parle, je sais déjà qui c'est. C'est elle, notre K-popeuse sauvage, les amis. Elle veut savoir ce qu'il fait là. Elle est sûre qu'il n'habite pas ici. Alors qu'est-ce qu'il fait devant ses appartements? Il a intérêt à ne pas dire qu'il pense à s'introduire chez quelqu'un. Regardez la tête du garçon, complètement abattu, en train de regarder la fille. Il est venu juste pour se déconnecter du serveur alors qu'elle pense qu'il est venu voler. Et elle est là, à l'embêter, à lui demander s'il fait une livraison ou s'il pense vraiment prendre quelque chose d'ici. Le pauvre gars serre simplement les poings en pensant qu'il sait très bien qu'il n'habite pas dans un endroit comme ça. La seule raison pour laquelle il est venu ici, c'est parce qu'il voulait que tout se termine ici, justement. Puis elle s'approche. Bon sang, pourquoi faut-il qu'elle soit aussi méchante et aussi canon? Et elle demande « Qu'est-ce qui est arrivé à la tête du loser? Qui t'a tabassé ?» Sérieusement, notre gars serre les mâchoires et il reste là, silencieux, sans dire un mot. Alors elle dit qu'il est vraiment frustrant. Si Sang-min le tabasse autant, pourquoi il ne se bat pas contre lui, tout simplement? Après s'être fait tabasser une fois, au moins ça n'arriverait plus s'il commençait à se défendre à partir de maintenant. Voir quelqu'un comme lui devant elle la faisait même se sentir pathétique. Vraiment, il n'était doué en rien, alors le minimum qu'il pouvait avoir, c'était le courage de se battre. Sinon, il allait vivre cette vie misérable pour toujours. Sérieusement, cette fille ne s'arrête jamais. C'est comme une machine à rôtir. C'est quoi ça? Éteins-la. C'est branché sur du 220 volts. Regarde ça, notre garçon est parti maintenant. Il en avait déjà fini. Il avait même perdu l'envie d'en finir, juste comme ça. Et elle est là, les bras croisés, voulant savoir s'il va vraiment partir. Elle prend son téléphone et lui dit de commencer à lui répondre, qu'elle lui parle, mais il s'éloigne simplement. Et cette sale gamine magnifique reste là à penser à quel point la situation du garçon est pitoyable, extrêmement lâche et faible. C'est sûr, elle va dire quelque chose à ce fichu Sang-man pour qu'il arrête de l'embêter demain. Elle est toute froide et distante, mais il y a un petit espace dans son cœur. Un peu plus tard, de retour dans les ruelles de la ville, voilà notre garçon qui entre dans une boîte à chaussures. La première chose qu'il va faire, mec, évidemment, c'est d'allumer le petit PC pour jouer à un jeu. Le visage du garçon est complètement amoché. Va nettoyer ses blessures, mec. Sinon, elles vont s'infecter et ta tête va exploser. En mettant son casque, il se demande s'il a arrêté de se déconnecter du serveur juste à cause de Yena. Au moins, il sait que ce qu'elle a dit, c'est vrai. Mais peu importe, demain, il ne retournera pas à l'école. À partir de maintenant, il ne reverra plus jamais ces deux visages. Mais peut-être que demain est un bon jour pour commencer à travailler et aider sa mère à la maison. À ce moment-là, ses amis sur Discord lui disent déjà de se dépêcher et de les rejoindre. Ils ont plein de parties à jouer. Le temps passe et la nuit tombe. Notre gars a déjà fermé la fenêtre et apparemment il a passé toute la journée à jouer. Le voilà en train de tirer, tenant son M401, tuant des zombies dans le jeu. L'un des gars dans l'appel dit alors qu'il doit s'absenter rapidement et qu'il revient tout de suite. Minjin trouve ça bizarre et lui dit « Reste ici, termine au moins la partie ». Mais le gars répond qu'il doit vraiment partir en urgence. Il joue avec ses amis du lycée et Byung-jun, le garçon un peu rond, dit qu'il doit y aller. C'est à ce moment-là que Min-jun regarde l'heure et voit qu'il est 22 heures. Mec, sa journée est déjà terminée. Mais les gars dans l'appel lui disent de regarder les infos. Le monde était complètement chaotique. Soudain, quelqu'un frappe violemment à sa porte, ce qui le fait sursauter. Il enlève son casque, un peu perdu, ne comprenant pas ce qui se passe. Lentement, il se lève, traverse le couloir et arrive à la porte, voulant savoir qui est ce fou. La poignée de porte semblait bouger et il reste là, sans comprendre ce que cette personne veut. Il va regarder par le Judas pour voir ce qu'il se passe. Et oui, il y avait bien un type debout là, se balançant d'un côté à l'autre. C'est l'un des voisins du dessus, et la personne à la voix tremblante lui demande d'ouvrir la porte. Min-jun se demande si une livraison n'a pas encore été envoyée au mauvais étage. Mais mec, si tu regardes le dos du gars, tu peux voir qu'il a laissé une traînée rouge derrière lui. Min-jun pense que le type est saoul et essaie de lui jouer un tour. Mais il sait que ce mec va rester à frapper à la porte toute la nuit, à moins qu'il n'ouvre. Il est toujours aussi agaçant, alors Min-jun décide simplement d'ouvrir et de régler ça. Dès que la porte s'ouvre, il se décale légèrement sur le côté, hésitant à demander ce qu'il se passe. Mais son expression change en un instant. Le gars en face de lui était complètement trempé de sang. Aussitôt, Min-jun panique et lui demande s'il va bien, s'il veut qu'il appelle une ambulance. Mais là, le type ouvre grand la bouche et se jette sur lui pour le mordre. Min-jun parvient à placer son avant-bras sous la gorge du gars et lui demande pourquoi il agit comme un fou tout à coup. Mais le gars ne s'arrête pas et il hurle à ce salaud de lui répondre. Puis il lui balance un violent coup de pied dans la poitrine et l'envoie valser dehors, mec. Il a déjà la main sur la poignée et claque la porte. Le gars recommence à tambouriner à la porte. Mais Min-jun s'adosse contre elle, les jambes qui tremblent comme pas possible. Il respire fort, sans comprendre ce qui vient de se passer. Le visage de ce type était complètement différent. Évidemment, en bon citoyen intelligent, la première chose qu'il essaye de faire, c'est d'appeler la police. Mais mec, l'apocalypse venait à peine de commencer et le téléphone ne marche déjà plus. En fait, il semble que ça ait commencé il y a un moment, parce qu'il reçoit des alertes d'urgence depuis 9 heures du matin. C'est juste qu'il a passé toute la journée à jouer, tu vois. Il s'est fait tabasser à l'école et au final, il n'a rien vu de ce qui se passait. Il entend des bruits venant de cette petite fenêtre au ras du sol.
Il n'y a qu'en Corée qu'on voit ça, mec, c'est dingue. L'ingénierie capitaliste a son apogée. Une fenêtre en haut du mur qui donne directement sur la rue? Incroyable. S'il tombe 5 millilitres de pluie, toute ta maison est inondée. Un design de génie, vraiment, sans aucun doute. Et la première chose qu'il voit dehors, c'est une foule de gens en train de se faire dévorer pendant que d'autres courent et crient à l'aide. Min-jun n'a évidemment aucune idée de ce qui se passe, et le vieux qui frappait à sa porte est maintenant dehors en train de poursuivre d'autres personnes, lui aussi. Il referme immédiatement la fenêtre et commence à se demander si sa mère va bien. C'était justement l'heure à laquelle elle devait rentrer à la maison. Il essaie de l'appeler, mais l'appel n'aboutit pas. Un peu plus tard, la nuit est enfin tombée. Il a éteint les lumières et s'est caché au fond de la pièce sous la couverture. Son téléphone à la main, il essayait de chercher des informations, mais malheureusement, même Internet ne fonctionnait plus. Il décide d'allumer la télévision et de garder le volume bas pour que personne ne l'entende. Aux informations, ils annoncent qu'une série de morts brutales a lieu partout dans la ville. Le nombre de victimes était incalculable et le gouvernement traitait cela comme un acte de terrorisme. Les enquêtes commençaient à déterminer la cause et à chercher les responsables, mais aucune information n'avait encore été communiquée. Min-jun est perdu. Est-ce que cela ressemblait vraiment à du terrorisme? Il n'arrivait pas à imaginer que ce type à l'étage soit un terroriste. Et évidemment, comme dans toute bonne apocalypse, le gouvernement conseille de s'enfermer chez soi et d'éviter tout contact extérieur jusqu'à ce que la situation soit résolue. Mais soudain, une alerte de dernière minute est annoncée. Dans les rues de Busan, l'une des villes les plus animées, des attaques ont commencé à éclater. Des incidents violents de ce genre étaient signalés partout, dans toute la Corée. La police et l'armée commençaient à intervenir, mais cela semblait très difficile à maîtriser. Notre protagoniste, qui est accro au jeu de zombies, commence déjà à reconnaître que cela ressemble à un scénario familier. Ce qu'il n'arrivait pas à croire, c'est que tout le pays se soit effondré comme ça du jour au lendemain. Le pourquoi et ce qui causait tout ça, c'est ce qu'il devait découvrir. Il se lève, disant qu'il n'a pas le temps de rester assis là sans rien faire. Au moins, le type qui l'agaçait semblait déjà parti, donc peut-être que c'est dégagé dehors maintenant. La première chose qu'il doit faire, c'est prendre le contrôle de l'appartement. Cela signifie que verrouiller la porte d'entrée était la chose la plus importante. En regardant par le Judas, il n'y avait personne. Il ouvre la porte, un peu hésitant, et voit que les empreintes menaient simplement vers le bas, donc peut-être que le gars est juste parti. Ensuite, il va à l'entrée principale, fait glisser le verrou et jette un coup d'œil. Juste devant l'appartement, il y a déjà un zombie. Il referme la porte discrètement, et le zombie regarde autour de lui. Mais ne voyant rien, la créature finit par s'éloigner. Avec tout verrouillé, en théorie, plus personne ne devrait pouvoir entrer. Maintenant, l'important était de s'assurer qu'il n'y avait déjà personne d'autre à l'intérieur de cet endroit. Il était tard dans la nuit et il valait peut-être mieux simplement attendre le lever du soleil. La police ou quelqu'un finirait bien par venir les secourir. Ce qu'il voulait vraiment savoir, c'était où se trouvait sa mère. Les informations continuent de défiler, jusqu'à ce qu'en plein milieu d'un reportage, la télévision perde soudainement le signal. Voilà Min-jun, mon gars. Maintenant, il n'y a plus rien d'autre à apprendre. Il a même peur de regarder par la fenêtre des égouts, de crainte d'être repéré, alors il s'effondre simplement sur le lit. Le problème, évidemment, c'est que personne ne peut dormir dans une telle situation. Le plus important, c'est qu'il ressentait quelque chose d'étrange. Hier, dans cet immeuble, il voulait faire Alt plus F4 parce que la vie était un enfer. Il souhaitait que le monde s'arrête parce que ça aurait tout arrangé. Et maintenant, il avait vraiment l'impression que ça arrivait. Mais à présent, il essayait désespérément de survivre. Peut-être, d'une certaine manière, que ce n'était même pas si différent de ce qu'était sa vie avant. Avant, il devait survivre à cet enfer, et maintenant, il devait survivre à celui-ci. Le matin arriva, et devant sa maison, il y avait d'innombrables voitures accidentées et des zombies qui errèrent partout. Petit à petit, il commence à ouvrir la porte principale du complexe. Un tas de corps et quelques zombies errant sans but. L'air était imprégné de l'odeur âcre du sang, et rien qu'à l'atmosphère, on pouvait sentir que rien n'était sûr ici. Essayer de quitter cet endroit maintenant serait tout simplement du suicide. Dos à la porte, il se demande ce qu'il doit faire. C'est alors qu'il décide de commencer à se préoccuper des provisions. Dans sa chambre, il avait 4 paquets de ramen et 6 nouilles en cubes. En additionnant tout ce qu'il avait stocké, cela représentait environ 2 semaines de survie. L'eau du robinet et le gaz fonctionnaient encore, ce qui était vraiment une bonne chose. S'il rationnait tout et que ses services ne s'arrêtaient pas, il pourrait survivre sans sortir pendant 1 mois entier. Il n'y avait aucune chance qu'après 1 mois entier, personne ne vienne les secourir. La seule chose qu'il voulait vraiment savoir, c'était si sa mère allait bien et où elle se trouvait. Il ne pouvait pas appeler la police, il ne pouvait pas appeler une ambulance, il ne pouvait joindre personne. Un autre problème était que, dans cet immeuble, il y avait encore 5 appartements avec des gens à l'intérieur. En plus de ce vieux monsieur qui s'était déjà transformé en zombie et qui était dehors, il y en avait encore d'autres. Il sait qu'il y a un couple de personnes âgées. Il se demande s'ils sont toujours là. Et puis il se souvient qu'il y a un gars du lycée qui habite tout en haut. Tous les mardis, quand il allait à l'école, il voyait ce gars amener sa copine. Comme hier c'était mardi, en théorie, elle a dû passer la nuit là-bas. Alors il décide d'aller vérifier à l'étage supérieur pour voir comment ça se passe. Il ne pouvait pas vivre dans un endroit où il ne savait même pas s'il y avait des zombies ou non. Il passe de porte en porte pour écouter s'il y a du bruit à l'intérieur de chaque appartement.
Évidemment, il veut savoir s'il y a des gens, mais il ne veut pas non plus attirer l'attention sur lui. Il n'y avait aucun bruit et personne, et maintenant il ne restait plus que le gars du dernier étage. En regardant la dernière volée de marche, il espère juste que ce type n'est pas comme l'oncle qui s'est transformé en zombie. Honnêtement, je me dis juste que ce gars est complètement idiot, non? Il monte ses escaliers sans même tenir une arme. Mec, prends quelque chose, s'il te plaît. Il est là, complètement flippé parce que la porte est ouverte, mais sérieusement, et s'il y avait un zombie à l'intérieur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas forcément finir par courir comme un idiot encore une fois. Et quand il arrive en haut, il voit que la porte du gars est aussi ouverte. Il décide d'entrer pour vérifier si tout va bien, et la première chose qu'il voit, c'est un tas de meubles complètement en désordre. Il remarque seulement qu'il n'y a personne, mais à ce moment-là, quelque chose attire son attention. Dans le coin gauche de la pièce, il y a du sang par terre. Il ne le voyait pas encore, mec, mais dans la salle de bain, la fille avait déjà été dévorée, et le gars se tenait juste à côté d'elle. Et le protagoniste dit que c'est au deuxième jour de l'apocalypse que sa vie a complètement changé. Même si Min-jun ne voyait personne, il sentait une présence. Les jambes déjà tremblantes, il commence à reculer. Le plan était simple, sortir de là le plus calmement possible, ne pas faire de bruit et ne pas attirer l'attention de qui que ce soit. Mais comme tout bon protagoniste un peu limité, il va donner un coup de coude dans un pot de fleurs qui tombe par terre et, bien sûr, fait un boucan d'enfer. Il entend un bruit venant de l'intérieur et d'étale, parce que maintenant il n'a plus d'autre choix. Mais mec, il arrive à trébucher sur son propre pied. Son plus grand ennemi, c'est lui-même. Maintenant, j'aime encore plus Amiena. Il faut bien que quelqu'un se moque d'un gars comme ça, sérieusement, tout maladroit et bancal. Et évidemment, dans cet acte de stupidité, le gars qui s'était transformé en zombie a eu largement le temps de s'approcher. Le nom du troisième chapitre est « Pourquoi es-tu là ?» Et pile à ce moment-là, le gars se retrouve face à face avec lui. Il venait juste de se lever devant le balcon. Mec, notre protagoniste est passé de 0 à 100. Il parvient à esquiver en baissant les épaules, et quand la créature essaie de le mordre dans le dos, il se redresse, attrape les jambes et la balance dans les escaliers. Mec, va vérifier si le sol est froid. Mais évidemment, c'était un peu par accident, et il reste juste allongé là, par terre, incrédule que le gars se soit vraiment jeté du bâtiment. Désespéré et complètement essoufflé, il arrive en courant, attrape la poignée de la porte, descend les escaliers, retourne à son appartement et se jette par terre. Le voilà maintenant à 4 pattes dans la pièce, tout tordu, les mains tremblantes, se demandant si ce type de l'étage du dessus n'est pas mort. Cela voudrait dire que, à cet instant, il avait tué quelqu'un. Mais il se ressaisit rapidement. Il se dit que non, il n'a tué personne. Ce n'était pas sa faute. C'est ce type qui a attaqué en premier. Il s'est juste défendu. Ouais, les gars, voilà le genre de protagoniste humain que vous connaissez. Si vous pensez qu'il va soudainement se transformer en Sung Jin-woo, s'éveiller avec un système de rang SS, recevoir des missions quotidiennes et faire 3 pompes pour obtenir Rafale, ça n'arrivera pas. Il est juste là, mec, ayant accidentellement tué un zombie, déjà anéanti dans sa chambre, incapable de croire qu'il pourrait être un meurtrier. Il a passé toute cette journée tourmenté par la culpabilité d'avoir pris la vie de quelqu'un. Même si ce n'était pas intentionnel au final, ce sont ses actions qui ont fait tomber ce type du toit. Puis il se lève au milieu de la nuit, se dirige vers la cage d'escalier et décide de descendre dans la rue. Le gars qui avait attaqué là-haut, mec, était toujours debout, et ce salaud se retourne, mec, avec le cou et les jambes plus tordus que des pattes après 10 minutes dans l'eau bouillante. Min-jun est juste figé, regardant la scène, incrédule. Comment ce type pouvait-il encore être en vie? Le zombie tout tordu a commencé à s'approcher lentement, et c'est là que ça a enfin fait tilt. Ce gars n'était plus humain. Regarde son expression. Il commence déjà à plisser les yeux. Tu veux jouer les durs maintenant, hein? Il s'excuse auprès du gars, mais malheureusement, ce n'était plus qu'un zombie. C'est ce jour-là que sa peur de ces créatures a commencé à s'estomper. Le lendemain, 3 jours après le début de l'apocalypse, après un petit repas de ramen instantané, il savait déjà que tôt ou tard, l'électricité et le gaz allaient être coupés. La question c'était quand. Et c'est pour ça qu'il s'assure de manger d'abord ce qui nécessite de l'électricité pour être préparé. Le problème c'est, était-ce vraiment la bonne décision de rester là à attendre que quelqu'un vienne le sauver? Peut-être que ce serait pire d'essayer de faire quelque chose seulement quand il ne resterait plus rien. En plus, puisque personne n'était venu à part le gars du toit, il n'y avait peut-être pas d'autres infectés dans les environs immédiats. Au minimum, il devrait monter à l'étage et allumer un feu pour signaler sa présence ou quelque chose comme ça. En regardant la barricade qu'il avait construite, il était certain que demain, il devrait sortir. Peut-être que c'était parce qu'il y a seulement quelques jours, il avait été prêt à abandonner la vie, ou à cause de ce qu'il avait vécu là-haut ce jour-là, mais pour une raison quelconque, il n'avait plus peur des zombies. C'est alors que, soudainement, son téléphone capte à nouveau du réseau pendant 1 seconde et il reçoit un appel de sa mère. Dès qu'il décroche, elle lui demande où il est et s'il va bien. Il lui répond qu'il va bien, qu'il se cache chez eux, et il veut savoir où elle se trouve. Elle répond qu'elle a été emmenée par des soldats qui évacuaient la ville le jour même où tout a commencé. Ils ne lui ont même pas permis de rentrer à la maison, et à ce moment-là, le téléphone ne fonctionnait pas. À cet instant, elle se trouve dans un refuge dans la ville de Sangam. Il n'a donc pas à s'inquiéter pour elle, et s'il est à la maison, il ne doit en aucun cas sortir. Elle allait s'assurer que, tôt ou tard, l'armée viendrait le secourir là-bas. Elle est en train de dire quelque chose à propos de la ville de Séoul, du quartier, quand soudain l'appel coupe.
Ce fichu signal ne tient jamais. Mais ce n'était pas grave. Il se sentait déjà beaucoup plus calme maintenant qu'il savait que sa mère était en sécurité. Comme le signal était revenu pendant quelques secondes, il a reçu une avalanche de messages. Ses amis discutaient dans le chat de la folie qu'était devenu le monde, des alertes, de l'apocalypse, de la police, des zombies et de tout le reste. Et le fou, tu sais, le gros, est déjà en train de dire qu'une alerte, c'est en gros un signal de raid et que leur mission a commencé. Notre héros n'arrive pas à croire que cet idiot fasse des blagues dans une situation pareille. C'est là que Min-jun réalise. Ses deux amis à lui habitent vraiment tout près, donc ils peuvent s'entraider. Mais lui, il n'a que sa mère, et comme elle est loin, au final, il n'a vraiment personne. C'est alors qu'il se souvient de la seule personne qu'il connaît et qui habite pas trop loin, elle, la reine de la K-pop aux petites lèvres rouges. Parmi tous ceux qu'il connaît, à ce moment-là, c'est elle qui vit le plus près. C'est là qu'il se rappelle qu'elle était même venue chez lui une fois, il y a quelque temps. Maintenant, on a droit au flashback de tout ce bazar du début. La pile de bière, le ramion et ces chips aux crevettes tellement bonnes. Les gars parlent de Hamiena, et il semble qu'elle ait eu un faible pour l'un d'eux et ait demandé à ce qu'on le lui présente. Mais il demande si, par hasard, elle ne sait pas déjà qu'il a une petite amie. Si elle ne le sait pas, tu vois, parfait. C'est juste un peu bizarre parce qu'il pense qu'il n'y a aucune chance qu'elle vienne dans un endroit comme ça. Elle est un peu gâtée. Et Sungbin, n'est-ce pas, mec? Évidemment, il a ramené tous les voyous de la ville. Et pas vrai, mec? Bien sûr, il a ramené tous les gangsters de la ville. Le gars avec le tatouage et les bras croisés, assis dans le coin, dit qu'elle ne se souciera pas trop de cet endroit de toute façon. Elle ne découvrira jamais que c'est la maison de Min-jun, donc elle finira par venir. Le type dans le coin en bas à gauche dit que si elle se pointe ici, c'est parce qu'elle cherche un petit ami. Le tatoué, que je réalise maintenant être probablement Sungbin, ou alors son jumeau identique, dit que si elle vient, ce sera l'occasion parfaite. À ce moment-là, il sort son téléphone et dit « Elle vient de me contacter. On dirait qu'elle est vraiment arrivée. Elle était là dehors à attendre. Il suffisait juste d'aller la chercher. » Notre gars Min-jun a l'air complètement secoué qu'elle soit vraiment venue, mec. Il la connaît depuis longtemps et il sait à quel point elle aime humilier les pauvres gars. La foutue fille débarque, aussi belle que d'habitude, mais regarde déjà la tête de dégoût qu'elle affiche. Il y a à peine de la place pour un seul Min-jun dans cette pièce, mais il y a genre 7 mecs désespérés d'avoir une femme, et la seule fille sur Terre vient d'arriver. Mais bon, c'est elle, pas vrai mec? Elle s'arrête à la porte et dit « Cet endroit est plutôt particulier. » Les gars commencent à lui dire d'entrer et de s'installer, mais tout de suite, elle dit qu'elle s'en va. Ce jour-là, ce qui a rendu Min-jun le plus misérable, ce n'était même pas que Sungbin ait ramené une bande de drogués dans sa chambre. Yena a dit que cet endroit était dégoûtant, avec cette odeur de cigarette et le sol collant. Ils auraient dû lui dire que c'était la maison de Min-jun, parce que si elle l'avait su, elle ne serait pas venue. Regarde la tête qu'il a faite en entendant ça, mec. La réaction du garçon n'a pas été terrible. Maintenant, il est là, comme un idiot, assis sur les toilettes surélevées. Pourquoi les Coréens construisent-ils des trucs comme ça? Qui sait, mec? Et le pauvre gars, c'est vraiment un pigeon. Il est encore assis là, à se demander si elle est en sécurité. Comme son père est directeur d'hôpital, peut-être qu'il sait quelque chose sur la cause du virus zombie, non? Puisque tu vois, il travaille un peu dans ce domaine. Ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi il s'inquiète encore pour cette fichue fille dans une situation pareille. Elle doit sûrement vivre en toute sécurité. Après tout, sa vie est probablement bien à l'abri, enfermée au dernier étage de cet immeuble. C'est à ce moment-là que quelqu'un dehors crie le nom de Young Min-jun. Depuis sa position incroyablement élevée, il regarde la porte un peu confus. Il est certain que quelqu'un vient d'appeler son nom. Ou bien est-ce qu'il devient fou? La personne frappe à la porte, demande s'il est là et lui crie d'ouvrir. Et pendant que notre idiot reste là, les yeux écarquillés, oui, il reconnaît bien la voix, la plus féroce de toutes. Yena elle-même, accroupie, frappe à la fenêtre du sol de sa chambre. Mais évidemment, ce genre de coup n'allait pas passer inaperçu. Elle regarde sur le côté et les zombies arrivaient. Au moins l'un d'eux boitait, donc il mettrait un peu de temps à arriver. Elle continue de frapper à la fenêtre, lui demandant d'ouvrir. La pauvre fille est désespérée, elle pleure à l'aide et elle est toujours magnifique. Maudite soit-elle. Même après toute l'humiliation, notre protagoniste la note encore 10 sur 10. Et à ce moment précis, Min-jun ouvre la porte et lui dit d'entrer vite. Évidemment, elle se précipite à l'intérieur. Il referme, verrouille le loquet et la horde de zombies reste dehors. La pauvre fille avait traversé tout son immeuble en courant et maintenant elle s'effondre par terre en sueur. Ses pieds sont tout rouges. Il voit bien qu'elle en a vraiment bavé pour arriver jusque-là. Il lui demande si elle va bien et pourquoi elle est venue. Puis soudain, elle attrape sa chemise et se jette dans ses bras pour pleurer. Franchement, quel moment triste. Cette scène m'émeut vraiment. Elle est là, accrochée de toutes ses forces à notre gars qui lui demande ce qui s'est passé. Chapitre 4. Hanyena et le sous-sol. Après un moment de silence, il lui redemande si elle va bien. C'est là qu'elle finit par lâcher sa chemise. Et mince alors, sérieux, artiste, pourquoi tu lui as balancé un seau d'eau comme ça? Sans parler du fait qu'il a utilisé genre 78 teintes de peau différentes juste pour, disons, accentuer les courbes. Et absolument magnifique, elle remercie Min-jun d'avoir ouvert la porte. Si ce n'était pas pour lui, elle serait clairement morte.
Lui, il est tout rouge maintenant, pas vrai? Super gêné. Il se contente de dire que ça fait plaisir à entendre, merci. Il est juste content qu'elle soit saine et sauve maintenant. Elle regarde alors sur le côté. En voyant tout ce qu'il a barricadé, elle lui demande s'il est seul. Il répond que oui, sa mère est partie travailler il y a 3 jours et n'est jamais revenue. Mais heureusement, il a réussi à lui parler et a appris qu'elle allait bien. Apparemment, elle est tombée sur des soldats et a été évacuée vers un endroit sûr. Elle dit que c'est au moins une bonne nouvelle. Notre gars veut alors savoir comment vont ses parents à elle. Elle répond que son père semble être coincé à l'hôpital, mais qu'il est en sécurité. Quand elle commence à parler de sa mère, elle hésite une seconde, puis dit que oui, elle va bien aussi. À ce moment-là, elle lui demande s'il a de l'eau, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vraiment bu. Elle était surprise que sa maison ait encore de l'électricité. Un peu de temps passe, elle s'est bien réhydratée. Et l'artiste, comme toujours, a cuisiné, non? Ah, petit malin. Avec les angles de vue, on commence à comprendre un peu les préférences du maître du crayon. Min-jun est surpris par la quantité d'eau qu'elle boit, sans parler du fait qu'ils doivent la rationner. Si l'approvisionnement est coupé, il est fichu. Mais il décide de ne pas trop en dire pour l'instant. Elle vient de courir pour sauver sa vie, donc ça va. Ensuite, il lui demande si elle est venue jusqu'ici depuis chez elle. Ou plutôt, il veut savoir pourquoi elle est venue de chez elle jusqu'à chez lui. Elle explique alors qu'elle s'est cachée tout ce temps, depuis le jour où elle l'a vu debout devant son immeuble. Quand elle est rentrée chez elle, il s'est passé certaines choses et elle a décidé de partir. Elle marchait dans les rues de la ville quand, soudain, elle a entendu un cri. En regardant devant elle, elle a vu un groupe de personnes courir vers elle, paniquées. Elle ne savait même pas ce qu'ils fuyaient, mais elle a obéi et s'est mise à courir aussi. Un peu plus tard, elle se cachait dans la cage d'escalier d'un immeuble. Elle a continué à attendre une occasion de sortir de là ou que quelqu'un vienne la sauver, mais personne n'est venu, alors elle est simplement restée. Il lui demande si elle est restée dans une cage d'escalier pendant 3 jours. Elle raconte ensuite qu'au bas des escaliers, il y avait une toute petite pièce, un peu comme un bureau, et c'est là qu'elle est restée. Au moins, il y avait une petite bouteille d'eau et c'est comme ça qu'elle a survécu. Mais au 3e jour, elle était déjà à bout, affamée et déshydratée. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé qu'elle devait partir. Comme c'était à moins d'1 kilomètre de chez elle, elle a pensé que la meilleure option était de courir et d'essayer d'y arriver. Peut-être qu'elle tomberait sur un policier ou quelque chose qui pourrait la sauver. Mais dès qu'elle a tourné au coin de la rue, il y avait encore plein de zombies. Et bien sûr, c'était exactement la rue qu'elle devait prendre. Alors, elle a continué, essayant de se rapprocher de chez elle tout en, tu sais, évitant les zombies. C'est là qu'elle s'est souvenue que c'était le quartier de Min-jun. Le problème, c'est qu'une fois de plus, le chemin vers sa maison était bloqué. C'est alors qu'elle a essayé de se rappeler où se trouvait sa maison. Et elle s'en est souvenue tout de suite. Elle était sûre qu'il était rentré chez lui il y a 3 jours. S'il n'était pas sorti et n'était pas mort comme un idiot, il serait encore à l'intérieur. Franchement, elle était courageuse, s'accroupissant, se faufilant devant les zombies. Min-jun dit qu'il est impressionné qu'elle ait eu le courage et l'habileté d'arriver jusque-là. Ouais, bien mieux que toi, non? Toi, tu as vu un zombie, tu t'es emmêlé les pieds et tu as failli mourir. Elle est là, les yeux fermés, superbe, disant qu'au moins elle est soulagée qu'il était vraiment chez lui. Puis elle dit que ses cheveux sont tout dégoûtants et qu'elle est en sueur. S'il reste de l'eau dans la maison, elle aimerait bien prendre une douche. Franchement, notre gars est un cas particulier. Il est carrément en train de fixer ses aisselles. Il la taquine même un peu en disant que ses aisselles sont vraiment trempées. Si elle veut, il peut lui prêter quelques-uns de ses vêtements. La pauvre fille rougit un peu, non? Ce n'est pas vraiment le genre de remarque qu'on fait. Et la punition qu'elle lui inflige, beaucoup de gens aimeraient sûrement la recevoir. Le pauvre se fait littéralement écraser. Elle dit qu'il est vraiment idiot et franchement, il mérite de se faire frapper. Puis elle s'en va simplement en disant que s'il y a de l'eau ici, elle va prendre une douche. Tout ce qu'il peut répondre, c'est « D'accord, je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire d'autre ?» Et c'est là que ça commence à le frapper. Soudainement, toute sa situation a changé. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'il va faire? Avant qu'elle n'arrive, le plan était de sortir et de partir à la recherche de provisions. Mais maintenant, tu te sens un peu mal à l'idée de la laisser toute seule. Le problème, c'est qu'il n'y a assez de nourriture dans cette maison que pour 1 mois. Avec 2 personnes, cela est évidemment divisé par 2. C'était vraiment une situation désespérée. Mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher de penser. La légendaire Hae Min-na est en train de prendre une douche chez moi alors que le monde touche à sa fin. Il se souvient du lycée, mec, quand il la croisait, et qu'elle faisait toujours une grimace sans même le regarder dans les yeux. Et maintenant, la voilà qui ouvre soudainement la porte, lui demandant de lui prêter des vêtements parce qu'elle porte les mêmes depuis des jours. Tout gêné, il lui demande si elle veut un pyjama ou si elle préfère un short. Elle lui dit simplement de lui donner n'importe quoi. Quand il les lui tend, elle les renifle et notre gars devient tout rouge. Elle dit « Évidemment, ces fringues puent à mort » et lui demande s'il n'a rien d'autre. Il répond qu'il en a d'autres, bien sûr, mais qu'ils semblent tous comme ça. Elle enfile les vêtements et dit que l'odeur de ses chiffons est presque insupportable. Mais bon, elle les portera jusqu'à ce que ses affaires soient sèches. Min-jin, tout tordu et nerveux, dit qu'il les a lavées récemment, ce à quoi elle répond que ça doit être ce qui arrive aux vêtements quand on vit dans un endroit pareil. Puis elle s'en va, disant qu'il n'y a de toute façon pas grand-chose à faire.
Notre protagoniste reste simplement assis là, incrédule, se demandant si elle a vraiment un problème de personnalité. Ça n'avait aucun sens. Dans une situation pareille, et elle s'inquiète de l'odeur, le temps passe, la nuit tombe. Ses vêtements sont toujours étendus à sécher et ils ont mangé un peu de ramion. Elle demande alors ce qu'ils vont faire. Il semble qu'aucun secours n'arrive. Elle dit qu'avant d'arriver ici, son plan était d'aller ailleurs. Mais maintenant, elle dit que c'est de la folie. Ils ont encore de la nourriture, alors pourquoi prendre le risque? Elle a failli mourir plusieurs fois rien que pour arriver ici. Donc s'il pense sortir, elle n'ira pas. C'est un peu gênant. Il dit qu'il comprend. Il ne dit pas qu'ils doivent partir. Il dit juste que c'était le plan avant qu'elle n'arrive. Maintenant qu'elle est là, ils peuvent rester ensemble et attendre les secours. Mais la lunatique bipolaire demande soudain « Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on n'aura plus de nourriture ?» Le pauvre gars est assis là, genre « Mince, qu'est-ce que tu veux vraiment de la vie ?» Puis il dit que la seule façon de tenir plus longtemps serait de forcer l'entrée des maisons voisines et de chercher des ressources. Mais il est impossible de savoir si les maisons ou appartements pourraient abriter des personnes infectées. En plus de ça, les cris dans le quartier deviennent de plus en plus faibles, ce qui signifie qu'il reste de moins en moins de survivants. Quand ils n'auront plus de nourriture, ils n'auront pas le choix. Ils devront sortir. Mais ensuite, il se lève et dit « Pas question, on ne peut pas juste rester ici. » Il dit qu'il comprend que c'est dangereux, mais qu'ils ne peuvent pas non plus rester là indéfiniment. Ils vont finir par manquer de nourriture. C'est inévitable. Elle répond qu'ils y réfléchiront quand le moment sera venu. Ils n'étaient toujours pas sortis et n'avaient aucune idée de l'horreur qui règne dehors. Ces gens qui ressemblent à des zombies étaient vraiment terrifiants et elle a failli mourir rien que pour arriver ici. Min-jin, avec son regard habituellement écarquillé, dit que si elle a réussi à venir ici, alors peut-être qu'eux aussi pourraient ressortir, en évitant d'attirer l'attention comme elle l'a fait. En plus, elle sait très bien que ces gens-là sont exactement comme les zombies des films. D'après ce qu'il a vu par la fenêtre, on n'est infecté que si on se fait mordre. Mais en même temps, ce n'est pas comme s'il se souciait vraiment d'être infecté de toute façon. Rien de tout cela n'avait d'importance. Il n'avait rien à perdre. Mais elle n'est pas d'accord, mec. Elle lui dit de se réveiller. Elle veut survivre, alors ce serait bien qu'il n'aille pas se transformer en zombie. Elle doit encore aller étudier aux États-Unis l'année prochaine. Il lui répond avec l'évidence. Eh bien, alors ne te fais pas mordre, non? Sans parler du fait que, d'après ce qu'il a remarqué, selon l'état du zombie, ils finissent par marcher plus lentement. Évidemment, ceux qui ont les jambes cassées ne peuvent pas courir, donc ils sont faciles à éviter. Sans compter que leur vitesse de course est inférieure à celle d'un humain normal, ce qui veut dire qu'on peut complètement les esquiver. Il lui demande si elle a déjà joué à chat quand elle était enfant et dit que c'est à peu près la même chose. Si on le voit comme ça, c'est beaucoup moins effrayant. Elle fait juste une grimace et dit qu'il a perdu la tête, qualifiant cela de jeu de chat. Le roi du crayon frappe encore. Elle s'allonge et dit qu'elle va essayer de dormir un peu, demande s'il a des couvertures. Il répond que oui et installe le lit parfait, un matelas à côté de l'autre. La légende absolue. Mais évidemment, elle n'était pas d'accord, hein, mec. Elle lui demande s'il est fou, pensant qu'il va dormir collé contre elle comme ça. Elle montre tout de suite l'autre pièce et lui dit d'aller dormir là-bas. Tout gêné, il lui rappelle que c'est sa maison. Il n'est pas question qu'il dorme devant la porte de la salle de bain. Elle change d'expression et dit « Très bien, je comprends. Je suis l'invité non désiré qui a dû perdre la tête un instant. » Elle dit qu'elle va dormir là-bas et qu'il peut garder le lit confortable. Il l'appelle, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle va rester à côté de l'escalier ensanglantée pendant qu'il est là, sur le matelas moelleux. Il lui dit que c'est insensé et qu'à l'intérieur de la maison, c'est bien plus sûr. Mais elle lui dit simplement d'arrêter de s'inquiéter à propos de l'intrus. Elle s'en va maintenant. Notre gars cède, pas vrai? Il dit d'accord, lui demande d'arrêter d'en faire tout un plat. Le voilà maintenant, en train de dormir devant la cuisine. Pour être honnête, ce n'est même pas si mal. Mais évidemment, ce serait bien mieux juste à côté d'elle. Il ferme les yeux en se disant que de toute façon, il dormira bien. Il est épuisé. Au moins, il est toujours à l'intérieur de sa maison. Et grâce à elle, il n'est plus aussi seul. Mais sérieusement, cette fichue fille n'arrête pas de parler. La nuit tombe, et dehors, on entend des zombies grogner. Le temps passe, et Hyena n'arrive pas à dormir. Les zombies continuent de faire du bruit, jusqu'à ce qu'elle appelle le nom de Min-jin. Il se retourne et demande « Quoi ?» C'est là qu'elle lui demande s'il veut peut-être dormir dans la chambre. Bien sûr, le gars accepte, non? Mais si tu penses qu'il va se blottir contre elle, pas du tout. Il est là, dans un coin, comme un loser puni à l'école qui doit s'asseoir à l'écart des autres. Chapitre 5. Ne me laisse pas seule. Allongée au milieu des couvertures, elle dit que le bruit des zombies est vraiment étrange. Elle a entendu ce bruit des centaines de fois en se cachant dans la cage d'escalier. Mais malgré tout, c'est quelque chose à quoi elle ne s'est jamais habituée, et ça reste terrifiant. Et elle dit que sa mère lui manque. Le pauvre gars est juste là, dans le coin, n'est-ce pas? Il ne dit pas grand-chose. Puis, le soleil se lève. Ils avaient vérifié les maisons et tous les étages des immeubles. Tout était rempli de zombies et de sang. Et notre chère Hyena, pas vrai les amis? Elle se réveille absolument magnifique, bien sûr. En la regardant d'en haut, il y a Min-jun, qui se demande combien de temps cette fichue fille va encore dormir.
Pour quelqu'un qui disait mourir de peur, elle avait l'air plutôt détendue. Il était déjà 9 heures du matin quand la petite princesse s'est enfin réveillée, menant sa vie sans stress. Quand elle s'est retournée, notre garçon était déjà en train d'enfiler sa veste. Elle voulait savoir où il allait. Il dit qu'il pense remonter à l'étage pour jeter un œil. Elle se lève aussitôt, disant que c'est de la folie. Il pourrait finir infecté, et il y a peut-être une bande de zombies là-haut. Il l'ignore et lui demande simplement si elle vient ou pas, parce qu'évidemment, elle répond non. Et sur ce, il ferme la porte et commence à monter les escaliers. Comme toujours, sans arme à la main parce qu'il a 69 de QI. Un vrai génie de l'apocalypse. Une chose qui l'a quand même inquiété, c'est que la vitre de la porte d'entrée commençait à se fissurer. Même si elle était recouverte d'un film, il y avait quand même un certain risque. Mais il ne pouvait pas faire grand-chose et a continué à monter. C'est alors que quelqu'un derrière lui dit que l'odeur est horrible. Évidemment, c'est Am. Yenna, qui dit qu'elle a un mauvais pressentiment sur ce qu'ils sont en train de faire. Il reste là, un peu perdu. Mais bon, puisqu'elle le suit, il continue. Tout en haut de l'immeuble, il y avait le corps de la petite amie du gars, qui était morte. Franchement, la situation là-haut est juste incompréhensible. Et Min-jun trouve ça bizarre qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne se soit pas transformée en zombie. Notre gars n'a même pas eu peur. Au contraire, il a même prié pour elle. En quittant l'appartement, elle a demandé s'il y avait quelqu'un. Il a dit qu'il y avait bien quelqu'un, mais que la personne était déjà morte et qu'il valait mieux qu'elle ne voie pas la scène. Yenna ne savait pas trop quoi répondre, mais elle a simplement suivi le mouvement. Maintenant, tous les deux pensent à allumer un feu. Le problème, c'est qu'on ne peut pas garder un feu allumé en permanence, et si on attend de voir un hélicoptère pour l'allumer, peut-être que la fumée ne montera pas assez vite. Elle décide de commencer à crier, appelant les voisins pour voir s'il y a quelqu'un aux étages supérieurs. Mais il lui dit de baisser la voix, affirmant qu'elle ne va faire qu'attirer de plus en plus de zombies vers eux. La vitre à l'entrée était déjà en train de se fissurer, donc ce n'était vraiment pas une bonne idée. N'ayant pas vraiment le choix, ils ont continué à survivre seuls dans cet endroit. Quelque temps plus tard, elle lui demande au hasard quel est son MBTI. D'après ce que j'ai cherché, c'est un test de personnalité. Il dit qu'il ne l'a jamais pris. Elle lui répond que c'est la première personne qu'elle rencontre qui ne l'a jamais fait, qu'il n'a probablement même pas Instagram, et que s'il en a un, il doit avoir moins de 50 abonnés. Il répond que oui, sans vraiment s'en soucier. Elle veut alors savoir quels sont ses passe-temps, ce qu'il fait de sa vie. Quand il dit qu'il est gamer, elle veut savoir à quel type de jeu il joue. Il dit qu'il joue en ce moment à un jeu de massacre de zombies, qui s'appelle Rage ZZ. Elle rit et dit que c'est hilarant, comme s'il jouait à un jeu de zombies et que le monde s'était terminé exactement de cette façon. Elle ajoute ensuite qu'elle est sûre que s'il passait le test, il serait forcément introverti, quelqu'un qui ne sort jamais, qui mange toujours seul à l'école et qui aime ce genre de jeu. Impossible qu'il soit extraverti. Elle lui demande s'il est spontané ou réactif, et notre gars est juste assis là à penser que cette fichue fille parle beaucoup trop. Il pourrait mourir à tout moment si les zombies entraient, et elle veut parler de ses bêtises. Elle continue de lui poser des questions sur le MBTI alors qu'il répond à moitié, disant qu'il n'y connaît pas grand-chose. Mais en réalité, il pense juste qu'avant que tout ça ne commence, elle ne le regardait même pas dans les yeux, et maintenant, il est la seule personne à qui elle peut parler. Et voilà, la reine du coup de pied frappe encore. Pendant qu'il se dit que tout ça est fou, il se retrouve seul avec la fille pour qui il a toujours eu un petit faible. Peut-être que c'était une bonne chose, et cette fille, maudite, n'arrête pas de le frapper. Comment quelqu'un peut-il être aussi cruel? Elle est là, en train de lui marteler la poitrine, lui ordonnant de répondre, tandis qu'il ne peut s'empêcher de se demander si tout cela a vraiment de l'importance, au fond. À tout moment, il pourrait mourir, et si l'un d'eux se retrouvait à terre demain, ce ne serait même pas surprenant. C'est à ce moment-là qu'elle lui donne un coup de pied, lui disant d'arrêter de l'ignorer. Il s'excuse, expliquant qu'il était simplement perdu dans ses pensées. Le temps passe et tous les deux sont comme nous, les amis, en train de lire un petit manhwa. Quelques jours étaient déjà passés, et oui, l'apocalypse affamait tout le monde. Mais d'une manière ou d'une autre, certaines personnes ne perdent tout simplement pas de poids. La fille a toujours l'air parfaitement bien nourrie, et avec ses petites lèvres rouges, elle demande si le pauvre gars a déjà fini de faire la lessive. Le voilà, mec, furieux, déjà tenté d'abandonner cette fichue fille et de s'enfuir. Pourquoi? Sorti de nulle part, en plein apocalypse, est-il devenu l'esclave domestique de cette fille maudite? C'est elle qui devrait laver ses propres vêtements, mais le pauvre Min-jun n'arrive pas à s'exprimer correctement, et il n'a pas grand-chose à dire pour s'opposer à elle. L'électricité avait finalement été coupée, donc plus aucune machine ne fonctionnait. Au moins, l'eau coulait encore. Mais la nourriture, oui, ça commençait à devenir préoccupant. Déjà avec son sac à dos sur le dos, il dit à Am, Yenna qu'il va sortir. Je pensais qu'elle avait bloqué le garçon, mais non. Elle se contente de dire, d'accord, mais reviens dans 30 minutes, maximum. Si jamais il n'est pas revenu dans une demi-heure, elle dit qu'elle le tuera elle-même. Il répond, très bien alors. Dehors, la vitre tenait toujours. Il sort avec hésitation et referme la porte. Au cours des derniers jours, il a patrouillé les chemins qu'il sait être sûrs et il en a profité pour observer et étudier les infectés. Il se comporte vraiment exactement comme des zombies, attaquant les personnes vivantes. Mais il n'attaque ni les morts, ni ceux qui sont déjà infectés. Leur vision semble généralement mauvaise. À environ 50 à 100 mètres, ils ne peuvent pas vraiment vous voir.
En revanche, ils sont extrêmement sensibles au bruit. Il faut donc réduire le bruit au minimum. Pendant la journée, pour une raison étrange, le nombre de zombies est 3 fois moins élevé. C'est comme si les autres se réfugiaient dans l'ombre ou n'aimaient tout simplement pas la lumière du jour. C'est pourquoi il évite toujours de sortir la nuit. Il s'accroupit et observe quelques-uns d'entre eux tout en réfléchissant à leurs caractéristiques. Une chose attire vraiment son attention. Ces zombies sont exactement comme ceux du jeu. Il se demande si cela a un rapport avec tout ça. Quoi qu'il en soit, tout cela n'était que le début. Avec le monde dans cet état, ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne prenne fin. De retour à l'appartement un peu plus tard, Yena avait déjà fini de lire tous les manhwas et commençait maintenant à s'ennuyer. Le problème? Ce fichu Minjun mettait une éternité. Ces derniers jours, il lui désobéissait beaucoup trop. Elle va donc devoir s'assurer qu'il reçoive une petite leçon. Elle lève les yeux parce qu'une fois de plus, elle entend le bruit d'un hélicoptère. Mais malheureusement, cela n'avait aucune importance. On voit que lorsque l'hélicoptère a survolé l'immeuble, ils ont réussi à allumer un feu et à envoyer beaucoup de fumée, mais ils ont été complètement ignorés. La nuit continuait d'approcher, le temps passait, et elle était là à se ronger les ongles d'inquiétude, se demandant pourquoi ce fichu Minjun n'était toujours pas rentré. Elle commence à faire les 100 pas, disant que cela fait déjà plus d'une heure qu'il est parti. Il a dû se passer quelque chose, peut-être qu'il a même été infecté. Au minimum, elle est certaine que dès qu'il remettra les pieds dans l'appartement, elle va passer un savon à ce garçon. Il doit être trop gâté et n'écoute que lorsqu'il se fait gronder. La prochaine fois qu'il essaiera de sortir, elle va lui casser les jambes pour être sûre que ça n'arrive plus. Mais bon, le soleil est déjà en train de se coucher. Son énergie pour se plaindre s'épuise, alors qu'elle est là, dévastée, commençant déjà à pleurer et à supplier pour qu'il ne soit pas mort. Le soleil se couchait et elle se souvient qu'il l'avait prévenue. C'est à ce moment-là que de plus en plus de zombies apparaîtraient. Elle est recroquevillée dans un coin, le suppliant de revenir au plus vite, se répétant « S'il te plaît, ne me laisse pas seule ». Et puis soudain, elle entend un bruit et regarde sur le côté. C'était notre gars qui arrivait, lui disant de venir voir. Mais soudain, son expression change, et la voilà qui fait la moue, parce que notre gars a mis beaucoup trop de temps. Elle dit que ce salaud est en retard depuis des heures et lui demande s'il a une envie de mourir. Elle s'apprête déjà à le frapper, disant qu'il a besoin qu'on lui remette les idées en place. Mais alors il lui tend un prospectus, expliquant que les hélicoptères qui survolèrent la zone en larguaient. Il l'a vu tomber de loin et, il lui a fallu un certain temps pour arriver sur place et le ramasser. Maintenant, son expression change complètement. Elle est sous le choc pendant une seconde et demande ce que c'est que ce truc. Chapitre 6, il est temps de partir. La banderole disait que la région de Gungju allait être mise en quarantaine et que tous les survivants devaient être évacués avant 18h le 10. Le problème, mec, c'est que c'est demain. Comment sont-ils censés quitter tout cet endroit aussi vite? Il lui dit de regarder au dos du flyer, où sont indiqués les niveaux de danger pour chaque région. Leur zone actuelle est marquée comme prudente, mais Yeonjang, qui est à proximité, est indiqué comme sûr. Le seul souci, c'est que les zones environnantes sont toutes signalées comme extrêmement dangereuses, ce qui veut dire que cet endroit va aussi empirer très bientôt. Rester ici à attendre de l'aide est le pire choix possible. La pauvre fille ne sait même pas comment ils sont censés s'échapper d'ici tout à coup. Et puis, c'est quoi exactement cette histoire de quarantaine? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Minjun se dit simplement que même si la région est considérée à faible risque, il y a quand même des infectés partout. Il ne veut même pas imaginer à quoi ressemblent les zones havresques, mais il n'a pas d'autre choix que de croire ce qui est écrit sur le flyer. Si les zones du nord sont complètement envahies, peut-être que se diriger vers le sud est leur meilleure chance. La seule option, semble-t-il, est de traverser la rivière Jiheon, et puisque les deux principaux points de passage sont indiqués comme extrêmement dangereux, ils devront prendre la route de l'Est. En chemin, ils passeront par cette ville sûre, et il veut comprendre pourquoi elle est qualifiée ainsi. Peut-être qu'il y a des forces militaires ou des survivants qui arrivent à maintenir la situation là-bas. Elle est impressionnée, disant qu'elle pensait qu'il était un vrai loser, mais qu'il est un peu plus malin qu'elle ne l'imaginait. Il ignore simplement la remarque et dit qu'ils partiront dès le matin. Elle, en revanche, panique et crie qu'ils devraient rester un peu plus longtemps. Elle est persuadée que quelqu'un viendra les sauver, mais Minjun lui lance « Si tu veux mourir seul misérablement dans la cave, vas-y. Demain matin, je pars dès que le soleil se lève. » Mince, la pauvre s'est fait remettre à sa place. Elle met une main sur son visage et dit qu'elle a compris. Au minimum, ils devraient rassembler toute la nourriture qui reste et préparer leur sac. Le soleil s'est levé le lendemain et les deux étaient prêts à partir. Alors qu'ils franchissèrent la porte, Minjun se retourna et demanda si elle était sûre de ne pas vouloir vérifier l'hôpital où travaillait son père. S'il allait bien et travaillait là-bas, il pourrait s'y arrêter. Mais elle change d'expression puis dit que ce n'est pas la peine. Il vaut mieux qu'ils partent tout de suite. Son père lui a déjà dit qu'il avait mis sa mère en sécurité, donc elle est certaine qu'ils vont bien. Mais bien sûr, Minjun trouva ses réponses un peu étranges. Déjà dehors, les deux se faufilaient à travers les ruelles. Notre gentleman marchait devant, lui faisant un signe de pouce levé, quand il était sûr qu'elle pouvait le suivre. Même s'il y avait beaucoup de zombies autour, il leur suffisait d'avancer en silence total et de rester invisible. Au milieu de la ville, des bus étaient arrêtés partout, des traces de sang barbouillant leurs flancs. En marchant le long du trottoir, pourtant, ils furent tous les deux surpris.
C'était bien plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Même Yena fait remarquer que peut-être que la situation n'était pas si grave la première fois qu'elle s'est enfuie, peut-être qu'elle était juste super tendue. Il explique que cela n'est possible que parce qu'ils marchent exactement là où la lumière du soleil est la plus forte, et la fille maudite est comme l'âne dans Shrek, demandant toutes les 5 secondes s'ils sont arrivés. Il continue de répondre « Non, toujours pas ». Et puis elle lui demande d'attendre un peu, ses jambes lui font mal et elle veut se reposer 5 minutes. Mais notre gars, lui, continue simplement de marcher. Il dit « Ouais, bien sûr, prends 5 minutes, et tant que tu y es, fais-toi un petit café ». Elle le maudit, le traite de salaud, et dit que quand ils seront enfin en sécurité quelque part, il va payer pour tout ça. Encore un peu de temps passe, et la voilà de nouveau, voulant savoir combien de temps il reste avant d'arriver à Yeonjong. Il répond « On y est presque », et elle rétorque qu'il a déjà dit ça plusieurs fois. Alors qu'il continuait de marcher, écoutant ses plaintes, il devenait peu à peu plus vigilant, plus sensible au danger, jusqu'à ce qu'enfin, après encore quelques minutes de marche, il se retrouve face à une barricade. Maintenant, il comprenait pourquoi cette région était plus sûre que les autres. Elle sembla soudain excitée, disant qu'au moins, ici, il n'y avait probablement pas beaucoup de zombies. Peut-être qu'il y avait même quelques survivants. Il commence à escalader de l'autre côté, lui disant de se dépêcher. Elle regarde autour d'elle et dit que cet endroit semble déjà mieux, qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'infectés. Elle lui dit de regarder et demande s'ils peuvent se reposer ici un moment, mais il lui dit simplement d'avancer, précisant qu'il manque de temps. Elle commence à se plaindre de son pied, mais il lui dit d'arrêter d'exagérer et de grimper tout de suite. La voilà, main sur la hanche, l'air furieuse. 2 minutes plus tard, ils sont tous les deux de l'autre côté, face à face. Et soudain, elle se met à pleurer. Elle se sentait enfin un peu plus en sécurité. Minjun reste là, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Puis elle s'excuse. Son expression change, mais pas à cause de ses excuses. C'est parce que, juste derrière elle, une horde de zombies arrivait. Quand il lui dit de regarder, il voit tous les deux les créatures. Il lui attrape immédiatement le bras et se met à courir. Ils avancent dans la ruelle pendant qu'elle demande pourquoi il y a des zombies ici alors que ce quartier était censé être sûr. C'est à ce moment-là, en pleine fuite, qu'un type déplace un meuble devant eux et les interpelle, leur disant de vite entrer. Dès qu'ils sont tous les deux passés, Minjun va aider l'homme à remettre le meuble en place et l'homme lui dit de continuer à courir. Il compte jusqu'à 3, mais au moment où il s'apprête à pousser le meuble, un zombie arrive et le bloque. Minjun interpelle l'homme, lui disant de faire attention, mais le meuble tombe directement sur le zombie. Le gars se met à courir, criant à tout le monde de partir d'ici. Minjun se tourne vers Yena et lui crie de courir, et toutes les deux continuent à avancer dans la ruelle. Un peu plus loin, il y a un tas de meubles qui bloquent la rue. Il fait au moins 2 ou 3 mètres de haut. Il dit que malheureusement, ils vont devoir sauter par-dessus. Mais lorsqu'ils atterrissent de l'autre côté, elle se tord la cheville. Minjun n'arrive pas à croire que ça arrive maintenant. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, il entend quelque chose. Sur la gauche, des zombies se rapprochent. Maintenant, il n'y a plus aucun moyen de fuir. Sa cheville est en mauvais état. Et il se souvient de ce qu'elle a dit, à quel point c'était frustrant de voir la façon dont il agissait toujours. Si quelqu'un comme Songmin le frappait, il aurait au moins dû riposter une fois. Parce que sinon, il n'aurait jamais le courage de se défendre. Voir qu'il fuyait toujours la faisait se sentir pathétique. Et maintenant, notre garçon sort enfin une arme, mec, et la reine de la K-pop reste là, incrédule, lui demandant ce qu'il croit être en train de faire. Et, debout face à face avec les zombies, il dit « Je vais mettre un like sur cette vidéo qui aide Mamoru à créer encore plus de contenu croustillant pour ses spectateurs, activer la petite cloche malicieuse, et je me casse. »